Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, mercredi 8 février, à la une de l'actualité. Alors que l'opposition sénégalaise maintient la pression contre Abdoulaye Wade, une première vague de 18 observateurs de l'Union européenne a été déployée pour couvrir les 45 départements du pays. Après la visite du chef de la diplomatie russe à Damas, Moscou fait mine de chercher une solution. Mais ni la France ni la Grande-Bretagne ne semblent y croire, non sans raison. Aujourd'hui, au moins 50 personnes ont été tuées à Homs. Vide juridique notoire au Burundi en matière d'erreurs médicales. Pourtant, ils existent mais ne sont pas sanctionnés à cause du silence de la loi. Nous y revenons dans un instant. Mais avant, ouvrons avec le Sénégal et la mobilisation de l'opposition sur fond de campagne électorale qui s'intensifie, et ce, au lendemain d'une marche pacifique de plusieurs milliers d'opposants qui ont répondu présents à l'appel du mouvement du 23 juin à Lalassie. Les militants du M23 incarnant l'opposition sénégalaise étaient des milliers mardi dans les rues de Dakar en réponse à un nouvel appel contre la candidature du président Abdoulaye Wade pour un troisième mandat. Si Wade persiste, on fera comme les Libyens. Si Wade persiste, on fera comme les Ivoiriens. Si Wade persiste, on fera comme les Tunisiens. Je vous dis que le pouvoir appartient au peuple. Le peuple l'avait donné à Abdoulaye Wade, le peuple va le retirer. Je rends hommage à la jeunesse de mon pays, aux femmes de mon pays, aux jeunes filles. Oui, le M23 commence à exceller dans l'organisation des manifestations pacifiques. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et ce n'est pas fini, hein, avec Wade. Ça, ce n'est que le commencement. La marche qui initialement devait partir de l'université Cheikh Anta Diop pour aboutir au ministère de l'Intérieur n'a pas suivi l'itinéraire prévu. Les policiers ont barré la route aux manifestants à hauteur de la poste du quartier populaire de la Médina en bloquant l'avenue Blaise Diagne. Il s'en est suivi un face-à-face tendu pour finalement voir les manifestants rebrousser chemin. Les candidats, les opposants et les acteurs de la société civile présents contestent toujours la légalité de la candidature d'Abdoulaye Wade. 4 personnes ont été tuées depuis le 27 janvier, date à laquelle le Conseil constitutionnel a publié et validé 14 candidatures, dont celle du président sortant. Le bras de fer entre pouvoir et opposition se poursuit. Le chanteur Youssou N'Dour, dont la candidature a été invalidée, a participé à la protestation de mardi et a lancé un nouvel appel à manifester samedi prochain. C'est un avertissement qu'on vous donne. Ouais. Vous avez vu, ouais. Et samedi, on va marcher. Et on va aller jusqu'à notre objectif. Ouais. Et alors que le M23 campe sur ses positions, pas d'élection avec Wade, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a déployé ce mercredi 18 observateurs de long terme qui seront rejoints par 38 autres de court terme, et ce, sur les 45 départements du pays. Niane Diouf. 4 jours de campagne déjà, le matériel électoral en place, tout semble bien parti pour la présidentielle du 26 février au Sénégal. Après les manifestations qui ont suivi la validation de la candidature du président sortant, Maître Abdoulaye Wade, pour un troisième mandat, la situation est pratiquement calme. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a salué l'atmosphère qui prévaut dans le pays, en vue d'un scrutin apaisé. Jusqu'à présent, je peux vous dire, notre mission travaille sans aucun problème, on n'a pas de problème majeur. La mission européenne qui déploie ce mercredi ses observateurs de longtemps à l'intérieur du pays poursuit les consultations avec les principaux acteurs politiques nationaux pour recueillir davantage d'éléments d'évaluation relatifs à leur mandat. Si on a demandé de rencontrer la DAF, si on en demande de rencontrer les juges constitutionnels, ça veut dire qu'on a besoin encore des éléments pour clarifier notre position. Et dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on fait ces démarches, qu'on ne cache pas, sont des démarches tout à fait publiques, parce que ça fait partie de notre mandat de comprendre cette phase très délicate et complexe du processus électoral, notamment la validation des dossiers de candidature. Si les principaux candidats d'opposition regroupés au sein du M23 ont opté pour une campagne solidaire et unifiée en vue du retrait de la candidature du président Wade, ce dernier continue à dérouler son programme de tournée à travers le pays.
Et en Syrie, le président Bachar al-Assad avait promis de mettre fin aux tueries à l'issue d'une rencontre à Damas avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Pourtant, les violences n'ont pas cessé. Une cinquantaine de personnes ont été tuées aujourd'hui dans un nouvel assaut sur Homs. Patricia Drelin. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était à Damas hier. Le chef de la diplomatie russe a déclaré avoir eu une rencontre très utile avec le président syrien Bachar al-Assad. Et malgré les promesses du président syrien de faire cesser les violences d'où qu'elles viennent, les bombardements ont redoublé d'intensité sur la ville de Homs, au lieu de la contestation au régime. Les forces fidèles au président Bachar al-Assad ont pris d'assaut dès l'aube les quartiers hostiles au régime. Une cinquantaine de morts, dont 3 familles entières tuées dans la nuit, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'électricité et les communications sont coupées, la nourriture se fait rare et les militants manquent de matériel médical pour mettre sur pied un hôpital de campagne. Mais en dépit de la bonne volonté de Bachar al-Assad de mettre fin aux violences, la pression internationale sur la Syrie s'intensifie. Les États-Unis ont fermé leur ambassade à Damas et les monarchies du Golfe ont annoncé l'expulsion des ambassadeurs syriens de leur pays. Et malgré cette médiation russe, ni la France ni la Grande-Bretagne ne semblent croire aux promesses du président syrien et à une solution de sortie de crise. Le Conseil national syrien, principale coalition de l'opposition, a exhorté la communauté internationale à agir vite pour empêcher un nouveau massacre à Homs. Selon les ONG, la répression des manifestations a fait plus de 6000 morts depuis 11 mois. On s'intéresse à présent à ce phénomène inquiétant au Burundi. Face au cas d'erreur médicale, la loi sur la santé publique reste muette. Les victimes ne portent presque pas plainte. Conséquence, la responsabilité des médecins ou des institutions sanitaires n'est jamais remise en cause. Mac Alix Mouchitsi et Dimboloyo. Au Burundi, les erreurs médicales sont une réalité et affectent jusqu'au niveau psychologique les victimes. La loi sur de tels cas est muette et rares sont les victimes qui portent plainte. Florine Mkeshimana a subi une intervention chirurgicale et une semaine après, on a constaté que l'on avait oublié 3 compresses dans son ventre. Après avoir souffert le martyre, elle n'a pas porté plainte contre le médecin qui l'a opérée. Je n'ai même pas tenté d'engager cette procédure judiciaire puisque quelques membres de la famille ont consulté. Ils m'ont dit que la loi, il n'y a pas de loi à la matière qui protège la patiente ou le patient quand cette erreur survient. Alors, j'ai dû laisser. Prouver qu'il y a eu une faute médicale n'est pas chose facile, puisque dans le Code de la santé publique en vigueur au Burundi, ces erreurs ne sont pas spécifiées. Une lutte que mène l'Association burundaise pour la défense des droits des malades en vue de la réforme de ce code. Notre code burundais, Code de la santé publique, ça date de 1982. Même si on voulait porter plainte, on manque des bases juridiques, des bases légales pour justement porter plainte. Le stress, la fatigue, le manque de médicaments sont souvent les causes des erreurs médicales. Nonobstant cela, des investigations minutieuses sont nécessaires pour retrouver la responsabilité de chacun des acteurs de santé. L'incompétence, la négligence, etc. On peut saisir l'ordre des médecins et alors l'ordre des médecins va voir les responsabilités réelles. Si c'est l'établissement, si c'est le médecin, etc., voir la responsabilité de tel médecin. Une loi claire en matière de santé publique et surtout les erreurs médicales restent néanmoins d'une importance capitale afin de mieux protéger la santé de la population. Et on poursuit avec cette nouvelle résolution en matière d'environnement en République du Congo. Les sachets et sacs plastiques est désormais interdits d'importation, d'utilisation, de production et de commercialisation. Mais pas toujours facile pour les pouvoirs publics de faire respecter la loi. Boris Agapit. Les sacs et sachets en plastique, hier symbole fort de la société congolaise, aujourd'hui par un décret interdit d'importation, d'utilisation, de production et de commercialisation en République du Congo, puisqu'après usage, ils finissent dans les rues et autres places publiques et salissent la ville. L'impact environnemental est considérable. Le problème du sachet plastique, c'est qu'il est d'utilisation unique que l'on multiplie par le nombre d'utilisateurs, ce qui rend sa prolifération exponentielle. Au-delà de la dégradation visuelle et fonctionnelle de l'environnement, il faut noter l'imperméabilité des sols
Infiltrés sous le sol, les sacs et sachets en plastique réduisent la fertilité de la terre et rendent difficile le développement de certaines cultures végétales. Les sachets sont mêlés de fumier. Lorsqu'on plante les légumes, les sachets sont en train de déranger. C'est vraiment un obstacle majeur. Donc le sachet pour nous, c'est d'abord l'un des premiers éléments de matière imputrescible. Donc le sachet nous dérange vraiment. La solution utilisée actuellement aux fins de faire disparaître définitivement le sac et sachet en plastique est de les rassembler puis les brûler. Ce qui n'est toujours pas sans conséquence. Les écologistes et les terricoles parleraient de la pollution atmosphérique. Bon gré mal gré, la guerre contre l'importation, l'utilisation, la production et la commercialisation des sachets en République du Congo est ouverte, conformément à la mesure présidentielle de juillet 2011, rentrée en vigueur le 20 janvier 2012. Direction à présent le Bénin où 3 jeunes diplômés ont mis en commun leur complémentarité pour monter leur propre boîte, une pépinière. 3 entrepreneurs dits solidaires appuyés par le groupement intercommunal des collines. Maxime Benou. Stanislas, Gildas et Thomas sont 3 entrepreneurs solidaires. Ils se sont installés sur une pépinière située dans la commune de Glazoui et s'investissent dans 3 domaines complémentaires. On a décidé de créer une pépinière parce que nos activités sont complémentaires. Lui fait de l'huile de Nîmes. Ces huiles de Nîmes sont utilisées en cosmétique. J'ai des huiles essentielles qui sont très bonnes, utilisées comme principe actif en cosmétique. Le 3e qui a réussi à faire des engrais à partir de ces huiles, moi j'ai des déchets de distillation que je sors. Des huiles essentielles auxiliaires en cosmétique, de l'huile de Nîmes utilisée aussi bien en cosmétique qu'en pharmacie, et de l'engrais bio sans danger pour les cultures vivrières. Voilà les produits qu'offrent ces 3 jeunes à leur clientèle. Ce pesticide est utilisé pour contrôler les ravageurs du maraîchage, le coton biologique, le niébé et aussi pour d'autres cultures telles que le jatropha. C'est une entreprise qui s'est installée depuis 2 ans dans les départements des collines, qui a des producteurs à la base, qui le fournit les matières premières. Ces producteurs-là, ce sont des femmes qui sont dans les villages des départements des collines. Quant à Anissé, il est dans le domaine de la fabrication des matériaux locaux de construction et de réalisation d'infrastructures. Tout ce qui est infrastructure ou bien construction qui doit servir aux autres, ils me le confient, je réalise pour eux. Donc c'est le lien que j'ai. Mon entreprise est une entreprise de construction, mais spécialisée dans la construction avec les matériaux de chez nous. Comme matériaux, nous utilisons la terre, le granit, le bois, les tuiles locales et les fibres végétales, c'est-à-dire la paille, le bambou aussi. 3 ans après la mise en œuvre des entreprises solidaires par le groupement intercommunal des collines, l'incubateur national de l'entrepreneuriat solidaire est né. Il servira désormais de creuset pour l'échange des expériences et des stratégies entre les tout premiers et les nouveaux entrepreneurs solidaires. Les propos du ministre français de l'Intérieur continuent à faire des vagues dans la classe politique. Le député apparenté PS, Serge Letchimy, l'a durement attaqué à l'Assemblée nationale sur ses récents propos sur les civilisations, évoquant le régime nazi. En retour, Claude Guéant l'a accusé d'avoir instrumentalisé la mémoire de la Shoah. On l'écoute. Je trouve que ce qui a été dit vraiment instrumentalise la mémoire de la Shoah dans des conditions qui sont tout à fait inadmissibles. On ne rétorque pas à l'affirmation de principes de républicains par l'instrumentalisation de la pire horreur que l'humanité ait jamais produite. Je pense que si M. Letchimy veut bien entrer dans mon mode de raisonnement, il devrait être très satisfait de mon mode de raisonnement, parce que précisément, je pense que les civilisations évoluent, qu'elles s'améliorent. Certaines s'améliorent moins que d'autres. On peut aussi les comparer à un moment déterminé de l'histoire. Mais en ce qui concerne la nôtre, elle s'est clairement améliorée. Le rideau est tombé sur le rendez-vous incontournable de l'artisanat qui se tient tous les 2 ans au Cameroun, le SIARC. Les artistes ont une nouvelle fois rivalisé de créativité pour donner toute sa dimension à l'événement. Et la crème des objets d'art a été primée. Edwige Akamba.
Le Salon international artisanat du Cameroun a fermé ses portes. Les artisans d'ici et d'ailleurs ont pendant une quinzaine de jours exposé les œuvres de leur esprit et de leurs mains à l'explanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. La clôture, c'est la saison des récompenses. Les meilleurs ont été primés pour leur originalité, leur finesse et pour la beauté de leurs œuvres d'art. C'est un lit que j'ai nommé lit princesse tropicalisée. Cet artisan est spécial car il a produit un chef-d'œuvre. En plus de cela, il est celui qui en 2008, lors de la première édition du cirque, avait remporté le prix national de la meilleure œuvre nationale. Ces dames, elles aussi, ont été primées. J'ai eu un deuxième prix dans l'agroalimentaire. J'ai fait dans le beurre de cacao, le chocolat, les pains de cacao, le caramel de cacao. J'ai présenté l'algue sur un tableau pour valoriser cette plante-là parce qu'elle a des vertus très thérapeutiques. De nombreux prix ont été distribués et dans plusieurs catégories. C'est le cas du secteur métallurgie qui a vu le premier prix être raflé par ce pressoir à huile mobile provenant du Nyong-Ekele dans la région du centre. Pour parvenir à cet exploit, l'artisan a été encadré. Pour faciliter la transaction avec certains de ses partenaires, ce pressoir à huile est monté sur un engin, donc il est mobile. Comme dans un véritable salon de l'art et sous un soleil au zénith, les belles pièces dignes de tout musée ont attiré, comme au premier jour, une foule nombreuse. J'ai beaucoup appris d'autres peintures de mes amis, donc c'était vraiment intéressant. J'ai fait vraiment aussi la connaissance de beaucoup d'objets d'art que je n'avais jamais vus. Quelle que soit la beauté, chaque chose a une fin. C'est sur ces images d'anthologie, cette ambiance féerique et sur ces œuvres d'art de qualité divine que s'achève le Salon international artisanal du Cameroun édition 2012. Rendez-vous ainsi prêt pour 2014. Et justement, parmi les artistes présents à ce salon, Blaze Design, après avoir fait ses premières classes à Paris, auprès des grands noms de la mode, comme Pierre Cardin, Yves Saint Laurent ou encore Christian Dior, c'est en 1983 qu'il a créé sa marque, est devenue aujourd'hui une véritable référence au Cameroun. Edwige Akamba. Le salon de l'artisanat de Yaoundé a drainé des foules, mais un homme, un stand, en a fait la particularité. Donc là, vous êtes au stand Success Stories, le stand qui présente les créativités qui ont fait le tour du monde, ce vêtement qui est au musée des Nations Unies. Moulin à l'école des arts et métiers de Bruxelles en Belgique, J.E. et Somba se forment à Paris auprès des grands couturiers. Blaze Design, c'est le nom de la marque créée en 1983 par ce poulain de Pierre Cardin, Christian Dior et Yves Saint Laurent lors de son retour au Bercail. Le maître 70 à peine, la cinquantaine révolue, ce chrétien catholique convaincu, mari et père de famille, toujours habillé sur mesure, exprime bien son art. Un jour, pendant que j'étais au lycée, j'ai défait mon vêtement et j'ai refait. Et je ne peux pas dire à quoi ça ressemblait. À force d'insister, je faisais déjà les tenues de mes camarades et c'est comme ça que je suis entré à la mode. Son domaine du quartier Golf à Yaoundé abrite ses bureaux et ses ateliers. Blaze Design, les ciseaux d'or ou les doigts angéliques, est un créateur, un concepteur, un formateur. C'est un couturier de renom. Lorsque vous vous rapprochez de M. Blaze, vous rendez compte qu'il y a d'autres casquettes au-delà de celles de grands couturiers. Le 11 novembre 2011 à Washington, aux USA, les atours relatifs à son rang lui ont été décernés. La première icône africaine de la mode a, à la même occasion, présenté un modèle, l'Africa Queen, qui aujourd'hui relève du patrimoine mondial. Tout ça, c'est des effets de la marque qui montrent qu'on peut travailler et que, bon, la moindre apparition, ça intéresse les gens. Ça veut dire que vous êtes une référence et vous devenez aussi prisonnier parce que vous devez retourner. Blaze Design est classé personnalité de la mode de la décennie par la Cameroon Fashion Awards, ainsi qu'Oscar d'or du créateur de mode par Afrique Positive. Et pour finir, un mot de la CAN. Ça y est, la Zambie s'est qualifiée pour la finale en battant le Ghana 1-0 il y a quelques heures à Bata. Dimanche, à Libreville, la Zambie affrontera donc le vainqueur de la demi-finale Côte d'Ivoire-Mali qui se joue actuellement à Libreville. Le Ghana, lui, jouera le match pour la 3e place samedi à Malabo. Pourtant, dès le début du tournoi, le Ghana faisait figure de grand prétendant au titre avec notamment André Ayou qui, pourtant, juste avant le match, y croyait dur comme fer. On l'écoute. Depuis le début de la compétition, tous les matchs, que ce soit contre Botswana, contre Guinée, contre Mali, contre Tunisie, on a endossé le rôle de favori. Là, on est encore les favoris contre la Zambie.
Et on va le démontrer. Pour moi, personnellement, pas du tout. Je pense que c'est un match qui va être très compliqué. Mais si le Ghana en fait, nous tous comme joueurs, ce qu'on a à faire, il n'y aura pas de problème. Dur pour le Ghana. Quant à nous, il est l'heure de se quitter. Mais avant, un dernier rappel des titres. Au Sénégal, déploiement ce mercredi d'une première vague de 18 observateurs de l'Union européenne. L'opposition, elle, reste toujours mobilisée. Le chanteur Youssou N'Dour a lancé un nouvel appel à manifester samedi prochain. En Syrie, malgré les promesses de Bachar al-Assad, le pilonnage de Homs se poursuit. Une cinquantaine de personnes a été tuée et la communauté internationale reste sceptique. Jusqu'à présent, les victimes d'erreurs médicales ne portent pas plainte et pour cause, aucune sanction légale n'existe. Au Burundi, la responsabilité médicale a un domaine à légiférer donc au Burundi. Fin de ce journal. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur Télé Sud. Restez avec nous. Demain, retrouvez Patricia Dreline à cette même place. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. À très bientôt.